Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, bienvenue, nous sommes le mardi 2 avril 2024, on est bien, c'est le printemps cette semaine, ils annoncent en fin de semaine du 18, du 20 degrés. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que vous avez skié, fait de la randonnée, visité Paris, que sais-je encore, mais que vous avez la patate. Alors chers amis, Bitcoin, mes hypothèses. Les hypothèses de votre humble serviteur d'ici le halving. Voilà, comme ça au moins on ne se projette pas d'ici Noël. La cible des 100K, c'est pour Noël. Non, les hypothèses d'ici le halving, ce fameux halving du Bitcoin, qui aura lieu selon le compte à rebours d'ailleurs que vous avez sur Cryptost, je vais vous montrer, autour peut-être même la journée du 20 avril, je crois samedi 20 avril, en fin de journée, même si ça peut encore bouger d'ici là. Alors, Bitcoin continue ses oscillations volatiles autour de l'ATH, l'ex-ATH, les 69 000 $, de part et d'autre, un peu au-dessus parfois, il s'en éloigne pas trop non plus, un peu plus profondément en dessous. J'estime que nous sommes toujours dans la construction de cette vague numéro 4 qui peut prendre des formes diverses et variées. Et donc j'ai pris le temps de... je vais tout vous reproposer. C'est-à-dire les différents schémas d'analyse fractale, un triangle, un zigzag, un flat, vous allez voir, ça tient la route encore. Et au final, Bitcoin est toujours en train de dégonfler la hausse, la surchauffe verticale qui a eu lieu entre fin janvier et mi-mars. Et oui, il faut du temps. Et oui, il faut plusieurs semaines. Et oui, c'est très sain. Et oui, c'est mieux de faire ça que d'aller en ligne droite à 80. Bon, ce qui n'est pas le choix qu'a fait le marché, c'est certain, mais c'est tant mieux. Et là, en hebdo, c'est pas dégonflé, c'est encore suracheté. Les moyennes mobiles sont pas remontées, les supports dynamiques sont pas remontés. Ça remonte tranquillement. Donc on va faire tout ça. Semaine bien chargée sur le plan des fondamentaux. La semaine dernière, nous avons eu, vendredi, les chiffres de l'inflation aux États-Unis selon le PCE. Le pire a été évité. Les chiffres montrent que la désinflation se poursuit aux États-Unis, mais ces chiffres sont encore au-dessus de ce qu'envisage la Réserve fédérale des États-Unis pour pivoter, d'ailleurs à tel point que, désormais en termes de probabilité, c'est la Banque Centrale Européenne qui devrait pivoter avant la Fed. Oui, parce qu'en Europe, récession technique oblige, l'inflation, quasiment, il n'y en a plus. En France, c'est à 2%. Donc, par contre, aux États-Unis, l'économie est suffisamment solide pour assurer, alors certes, de la croissance des bénéfices, mais ça ralentit le rythme de la désinflation. Nous n'y sommes pas encore. Alors, cette semaine, on ne parlera pas d'inflation au niveau des fondamentaux classiques. Il s'agit... Alors, cette semaine, c'est centré, pardon, il faut que je trouve mes mots, hein, je reprends ma première vidéo là, mais j'ai la patate. Donc, c'est les chiffres de l'emploi. Voilà, plein de statistiques de l'emploi, je vous montre ça. J'essaye de faire court, mais c'est très important parce que cela va impacter le dollar américain et les taux du marché, et les taux d'intérêt US remontent. Oui, mais attention, c'est intéressant, c'est que les taux européens, eux, baissent. D'ailleurs, c'est pour ça que l'euro-dollar est sous pression. Bon, enfin, il y a tout ça qui joue, et qui, là, entretient la phase de pause de Bitcoin, après tout le chemin vertical qu'il a fait. Mais encore une fois, je vous rappelle que Bitcoin est arrivé à son ATH beaucoup trop tôt. Jamais dans son histoire, qu'on va faire commencer à aller en 2009, jamais dans sa cotation graphique, il était arrivé à son ATH avant la division par deux de la prime de minage, ou de mining, comme vous voulez. Bon, maintenant c'est dans 3 semaines. Mais vous savez que je vais vous remontrer des statistiques grâce à un article très intéressant du site investir.ch. Statistiquement, de toute façon, le pump de Bitcoin, c'est à partir de 100 jours après le halving. Alors, va-t-il rien se passer? C'est français ce que je viens de dire ou pas? Je ne sais pas. Jusqu'en juillet, possible. Possible. Ou les ETF vont-ils encore continuer de modifier ce que fait Bitcoin par rapport à son cycle passé? Dans tous les cas, cela ne change pas la big picture, cela ne change pas l'objectif moyen-long terme, qui est ancré sur la fin d'année. Et je pense donc que toute cette période-là, avril, mai, juin, va rester archi volatile. Sans oublier le sell in May and go away, qui là pourrait impacter le marché action américain, qui lui reste complètement perché. D'ailleurs, ça c'est un risque. Parce que lui, il finira par s'en prendre une. À un moment ou à un autre, c'est obligatoire. C'est obligatoire.
aucun indice boursier majeur n'est monté en ligne droite éternellement. Ça n'existe pas. Il finira au mieux par rentrer en range, au pire par retracer. Donc voilà, on va parler de tout ça. On va aussi parler de la pluie et du beau temps. Et puis voilà, bah écoutez, c'est parti, allez. Chers amis, accordez-moi votre attention, ça va vous intéresser. Y a-t-il parmi vous des personnes, fans, intéressés ou même collectionneurs de montres de luxe? Si oui, il faut absolument que je vous parle de Watches World. Watches World, c'est une boutique de montres de luxe présente dans le monde entier, sur 4 continents, qui vous propose les montres de luxe les plus prestigieuses. Et vous savez qu'il y a un vrai marché des montres de luxe, avec des vraies tendances haussières. Ça pourrait d'ailleurs rendre jaloux certains jetons, certaines altcoins, puisque certaines montres de luxe, en l'espace de quelques années, peuvent doubler, tripler, quadrupler, voire quintupler. C'est donc un marché très intéressant. Alors, si je vous parle particulièrement de Watches World, c'est pour une raison précise. Figurez-vous qu'il propose le paiement en crypto-monnaie, ou pas simplement Bitcoin. Avec le module de paiement UTrust, vous pouvez acheter votre montre de luxe en Bitcoin ou avec une des altcoins du top 100, achat instantané en crypto-monnaie. Vous avez accès aux montres des marques les plus prestigieuses, naturellement, comme un bijou. Vous recevez votre certificat d'authenticité. Et puis, chers amis, souhaitons que lors des prochains mois, en parallèle du bullrun du marché crypto, se développe aussi le bullrun du marché des montres de luxe. Vous souhaitez en savoir davantage et visiter le site de notre partenaire Watches World? Eh bien, chers amis, rendez-vous dans la description et dans le commentaire épinglé. Et maintenant, place à l'analyse technique du cours du Bitcoin. Oui, donc voilà, il faut bien garder à l'esprit que de toute façon, alors, en termes de trading, de day trading, c'est dans les journées de correction qu'on revient sur support. Pour l'investissement moyen long terme, on s'en fiche un peu. Donc oui, c'est une belle banalité que je viens de dire, mais c'est ainsi. Alors, après l'inflation US. Alors ça, c'est le chiffre qui est tombé. Ah oui, alors attendez, j'ai fait une petite nouveauté. Est-ce que ça vous plaît, ça? Voilà, on m'a beaucoup demandé. J'espère que ça passe bien à l'écran. D'ajouter un pointeur. Ben voilà, j'ai ajouté un petit pointeur. Donc voilà, ce sera un petit peu la nouveauté de cette première édition d'avril du Cryptos Technical Briefing. Donc oui, l'inflation US selon le PCE, qui est l'indice favori de Madame la Réserve fédérale des États-Unis, de Monsieur Jérôme Powell, et donc ça désinflationne. Alors, ça désinflationne, mais je vous laisse observer ici l'indice des prix PCE. Concentrez-vous, s'il vous plaît, alors je vais dégager ça et dégager ça, concentrez-vous sur la courbe bleue. En fait, la courbe bleue, c'est la seule chose que regarde la Fed. C'est l'indice des prix PCE sous-jacent, ou core, qui exclut les éléments volatiles. Après, il y a le super core, mais on ne va pas passer 30 ans sur cette inflation. Là, j'essaie de faire quelque chose de plus court. Donc oui, la tendance est baissière. Oui, nous sommes à 2,8. C'est un fait, mais 2,8, c'est au-dessus de la cible de la Fed. D'ailleurs, la Fed, elle a dit qu'elle commencerait à envisager des baisses de taux dès lors que ça atteindrait 2,6. 2,6 et qu'elle ait confiance dans le fait que la trajectoire se poursuive. Maintenant, c'est en tendance baissière, c'est une bonne nouvelle, mais revenons quand même. Là, c'est là aussi où ça peut paraître un peu peut-être illusoire pour certains, c'est que les banques centrales veulent vraiment revenir au monde d'avant. Pour certains, ce serait impossible, depuis la crise sanitaire, les développements géopolitiques, de revenir au monde d'avant. Or, les banques centrales, elles, n'ont pas changé leur objectif. Ce serait tellement plus facile. Bon, là, je lance un débat dans le débat. Enfin, un débat. Ce serait tellement plus facile que les banques centrales décident de modifier la cible d'inflation. Je ne sais pas, il suffirait de dire, bon, bah la cible, c'est 3. Ah bah, c'est bon, on est à 3. On peut baisser les taux. Oui, mais elles disent que c'est 2. 2, parce qu'il est communément admis par les banques centrales qu'un taux d'inflation, ou par les économistes, si vous voulez, même s'il n'y a aucune étude scientifique sur le sujet, j'ai cherché, qu'une inflation de 2% par an, c'est quelque chose qui ne bouleverse pas l'activité économique, qui ne force pas les entreprises à s'adapter. C'est quelque chose qui est assez neutre, 2% d'inflation, pour la fixation des salaires, pour le prix des biens et des services en général. Bon, écoutez, 3, est-ce que ce serait vraiment la révolution? Il y a des théories qui disent ça, des rumeurs, enfin des théories, des scénarios de marché qui disent qu'à un moment ou à un autre, si vraiment la Fed n'arrive pas à son objectif, qu'elle pourrait modifier certaines banques centrales occidentales, je pense notamment à des banques centrales d'Asie-Pacifique, notamment la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ou encore celle d'Australie. Vous savez qu'elles ont une fourchette, c'est 2-3. Donc à partir de 3, elles sont contentes. La Fed, elle reste à 2. Mais ça peut changer. Enfin, bon, on s'en fout. Donc,
Donc, le monde d'avant, regardez, le monde d'avant, c'était ça. On était entre 1,5 et 2. La Fed, elle veut revenir ici, dans le monde d'avant. Ça, c'est la vague inflationniste post-Covid. Alors peut-être qu'on y sera d'ici la fin de l'année, on verra. Donc voilà, alors cette semaine, c'est une semaine chargée sur le plan des fondamentaux, c'est-à-dire que vous avez toutes les statistiques du marché du travail aux États-Unis. Alors, toutes les statistiques du marché du travail aux États-Unis, pourquoi c'est important? Parce que vous le savez, la Fed a deux objectifs, donc l'inflation, et elle regarde aussi beaucoup le marché du travail et le cadre macroéconomique prospectif. La seule chose qui pourrait accélérer ce fameux pivot de la Réserve fédérale des États-Unis, qui est attendu au stade actuel le mercredi 12 juin 2024, mais pas encore avec une probabilité de fou furieux. Ça tourne autour de 55-60%, ça évolue au gré de la mise à jour des statistiques macroéconomiques. Et donc, dans ces statistiques macroéconomiques qui peuvent influencer ce qu'envisage de faire la Fed en dehors de l'inflation, vous avez le marché du travail aux États-Unis, à travers un certain nombre de statistiques, la plus importante d'entre elles étant bien sûr le taux de chômage en pourcentage de la population active. La Fed ayant un seuil d'alerte à 4,1% de la population active. Ce taux de chômage qui, selon le dernier rapport NFP, qui est mis à jour ce vendredi, c'est pourquoi que c'est une semaine de l'emploi, il est à 3,9. Alors cette semaine, vous avez plein de stats en amont, avant ce rapport NFP de vendredi, et vous avez aussi la mise à jour des indices PMI de l'ISM, l'ISM étant l'institut US qui produit des indicateurs avancés les plus respectés par le marché pour l'économie américaine. Et dans ces indicateurs, donc ce sont les PMI de l'ISM, vous avez des sous-composantes. Et vous avez notamment la composante prix et la composante emploi. Donc c'est ça qui est super. Donc là, vous allez avoir cette semaine l'ISM des services qui est mis à jour mercredi. C'est important, pourquoi? Parce que l'économie américaine est une économie de services à 80%. Et vous avez l'enquête ADP mercredi, le rapport NFP vendredi. Aujourd'hui, l'enquête JLTOS, qui sont les créations d'emplois aux États-Unis, les job openings, pardon. Donc voilà, il y a tout ça. Et il va falloir être attentif à la composante inflation de l'ISM. Voilà, j'ai fait le résumé. Maintenant, j'illustre un peu tout ça. Puis après, on va quand même passer au graphique et au scénario. Donc, alors, vous avez l'enquête JOLTS, Job Openings, aujourd'hui. Voilà, donc, alors, ouais, l'économie américaine, là, vous avez typiquement l'impact de la crise sanitaire. Ça s'est envolé. L'économie américaine crée de moins en moins d'emplois, mais on reste quand même encore au-dessus. C'est un peu triste ce que je veux dire, mais au final, si le marché du travail américain devait se dégrader, cela aurait un impact baissier sur les taux d'intérêt du marché, qui eux sont remontés. Donc, c'est vrai que le marché crypto a besoin d'un environnement de taux d'intérêt, et notamment la DeFi par exemple, un environnement de taux d'intérêt du marché de la finance traditionnelle bas. Donc systématiquement, à chaque fois que vous avez une raison fondamentale qui voit donc des statistiques américaines trop solides, et vous avez notamment eu hier la mise à jour du PMI manufacturier de l'ISM, qui est revenu sur un plus haut de 2 ans. Ça montre que l'économie US ne lâche rien. On se dit que si elle ne lâche rien, ça peut être inflationniste. Si c'est inflationniste, on se dit que la Fed ne pivotera pas tout de suite, et overall, les taux d'intérêt du marché de la finance traditionnelle remontent, créant un arbitrage défavorable aux taux d'intérêt propres à la finance décentralisée, et donc on comprend à ce moment-là que les jetons de la DeFi s'en prennent une dès qu'il y a une bonne stat US. Tout ça pour dire qu'au final, je suis presque en train de dire qu'il faudrait de mauvaises statistiques américaines pour créer la baisse des taux du marché et attirer des flux vers l'écosystème crypto. Mais voilà, c'est pour ça qu'il va falloir... Ça, moi, de toute façon, j'attends rien d'exceptionnel avant l'été. Il y a eu cette phase... Et cette période un peu de ventre mou, de rien d'exceptionnel avant l'été, vient consolider, selon ma lecture, la hausse verticale entre fin janvier et mi-mars. Maintenant, c'est vrai que, bon, qu'est-ce qui... Je vais quand même aller au sujet, hein, les hypothèses, mais certains parfois se disent, bon voilà, on comprend les cycles passés, la récurrence, le halving, est-ce que vraiment ces 100 000 $ pour Noël sont-ils complètement écrits d'avance? Il semble que ce soit écrit d'avance, mais qu'est-ce qui pourrait les bouleverser? Moi je vois, ce serait pour moi un ban réglementaire. Il faudrait un choc exceptionnel pour vraiment faire que ce nouveau cycle soit complètement malmené, maltraité ou reporté en 2025. Il faudrait quelque chose de réglementaire. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, revenons quand même à nos moutons. Là, on aura l'occasion de 1000 fois de reparler de tous ces sujets. Donc cette semaine, soyez hyper attentifs. Enfin, si vous avez envie, vous avez peut-être autre chose à faire, mais moi, je le serai en tout cas. À l'ISM des services aux States, le PMI d'ISM, et notamment à l'intérieur duquel vous avez la composante
prix, cette composante prix qui est revenue au monde d'avant. Et donc il faut qu'elle se maintienne au monde d'avant. Ce serait moche qu'elle rebondisse. Donc voilà, ça fera partie des choses qui seront surveillées par le marché. Vous avez notamment aussi l'enquête ADP. L'enquête ADP qui sont les créations nettes d'emplois aux États-Unis selon pour 18% de la population active. Voilà, tant que ça se maintient au-dessus de 100 000, c'est cool. Et c'est d'ailleurs le même raisonnement pour le rapport NFP. Le rapport NFP qui est donc le temps fort fondamental de la semaine, qui se déploie en un certain nombre de statistiques, en particulier le taux de chômage. Le taux de chômage qui, dans le dernier rapport de février, avait atteint 3,9% de la population active, sachant que le seuil d'alerte pour la Fed, c'est 4,1%. Il faut aussi regarder la croissance des salaires et le taux et les créations nettes d'emplois qui sont attendues à 200 000. Alors, overall, le chômage aux States reste quand même super bas. Mais voilà, récemment, il y a eu un petit pump, façon de parler, à 6 500 000 chômeurs. Voilà, donc ça c'est très important et c'est presque aussi important que les chiffres de l'inflation. En attendant tous ces fondamentaux, la probabilité donc que la Fed pivote lors de sa réunion du 12 juin est à 56%. Et donc 56, voilà, c'est pas du tout encore acquis. Et c'est pas tout de suite. Hein. Voilà, donc ça c'est important. Alors je continue. Le halving, c'est dans 18 jours. Le halving, c'est dans 18 jours. Le compte à rebours, vous avez ici cette super page sur le site Cryptost. Voilà, donc c'est dans 18 jours. Division par 2 de la prime de minage, overall, qu'est-ce que cela implique ? Je vous reparle à nouveau de ce superbe article sur investir.ch qui rappelle un certain nombre de principes de base, le rapport entre l'offre et la demande, voilà ce qui va se passer entre aujourd'hui et à partir du halving. L'offre va être divisée par 2, à demande constante, le prix est censé s'adapter. Et là, ce que j'aime beaucoup dans cet article, c'est que vous avez des statistiques qui ont été faites sur les 3 précédentes occurrences, et là vous avez donc le jour du halving, et on voit que finalement le vrai décollage, le vrai pump, historiquement, c'est à partir de 80 à 100 jours. Regardez, 80 à 100 jours après le halving. 80 à 100 jours après le halving. Donc, 20 mai, 20 juin, 20 juillet. Si en fait, on se contentait, si le BTC se contentait, ça tranquillement, de s'inscrire dans ces moyennes, il ne se passerait rien d'exceptionnel, donc pas de vrai breakout de l'ATH avant mi-juillet. Ça, c'est si Bitcoin décide de respecter ces moyennes. Et au final, si on reprend le stock to flow model qui représente tout ça, mais avec ici un code couleur, on serait en fait dans les schémas du passé, où finalement, voilà, on est un peu dans cette phase latérale, en attendant le halving. Donc, au final, ce que fait BTC, ce que fait le BTC, cette phase ici de pause au contact de son ATH, est assez classique. Ça s'inscrit en plus dans la vague 4, donc on a aussi une correspondance héliotiste. J'y viens pour les détails. Bon, alors, le S&P 500, une inertie haussière qui devient inquiétante, effectivement. Alors, le S&P 500, il est toujours bullish. En fait, la chose, c'est quoi ? C'est que ce qui est un peu inquiétant, mais bon, c'est ça. Cette phase de hausse depuis octobre dernier qui n'a jamais été consolidée. C'est-à-dire que vous avez ici les bougies japonaises en données hebdomadaires sur le S&P 500. Le marché avait pour habitude, d'ailleurs depuis octobre 2022, de proposer, soit ici c'était un running flat, là vous avez un zigzag. D'ailleurs au passage vous avez 2 illustrations des phases fractales classiques. Et là il n'est rien. Ça finira par arriver. Ça finira par arriver. Quand ? Écoutez, j'en sais rien. Quand le marché donne un signal. Et un signal, ça peut être... La définition de la tendance, c'est une succession de creux et de sommets ascendants. Vous en avez ici l'illustration parfaite en données journalières sur le S&P 500. Viendra un moment où simplement le dernier support sera cassé, et là, ce sera le signal. Regardez-moi l'écart entre la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 200 jours. C'est quand même quelque chose de fou. À suivre. Alors Bitcoin, mes hypothèses pour la vague numéro 4. Alors déjà en données hebdomadaires, voilà, j'estime qu'on est toujours dans la 4 de la 3, très bien. On oscille autour de l'ATH. Le graphique hebdomadaire quand même permet de prendre du recul par rapport à des journées de correction
qui peuvent faire peur, mais qui, inscrits dans une tendance de long terme, sont complètement invisibles. Ça, c'est simplement pour rappeler d'où on vient, ce que nous avons sous les pieds, et en quoi il n'est pas choquant de prendre son temps entre 60 et 70. Maintenant, cela étant dit, tout le monde peut le dire, ça peut paraître facile, où en est-on? Alors, à nouveau en données hebdomadaires, le marché qui est en pause depuis 4 semaines, la bonne nouvelle, c'est que les indicateurs de tendance remontent. Vous avez notamment la MM30 semaines de Stan Weinstein, la 50 semaines. Vous avez aussi les composantes ici du système Ishimoku. Ils remontent, oui, mais ils ne sont pas encore au contact des cours. Donc, voilà, il faut du temps, il faut plusieurs semaines pour que tout ce bordel décide de remonter. Maintenant, en données journalières, il y a plusieurs hypothèses. Nous sommes dans une 4. Alors, première chose, la 4 de la 3. Ici, vous avez eu la Do de la 3. La Do de la 3 était courte et a suivi un schéma hyper classique. En zigzag, en ABC, vraiment le cas d'école, impeccable, c'était là, A, B, C, et elle était courte. Il y a en analyse héliotiste un principe qui est le principe de l'alternance. Quand la 2 est courte, la 4 est longue. Nous sommes dans une 4 qui va être plus longue. À partir de là, il y a plusieurs hypothèses. Première hypothèse que je formule, nous sommes donc de part et d'autre de la TH, cela pourrait être ici une structure en triangle. Alors, il y a plusieurs types de configurations en triangle. Si le marché était remonté avec l'inflation US au 73K, on aurait pu avoir cette structure. Bon, maintenant, on s'orienterait plus ici vers une structure comme ça. Là, d'ailleurs, c'est une erreur, c'est marché haussier. On aurait pu plus avoir une structure comme ça. Voilà, donc, voilà, le fait que là, le marché ne soit pas dans la capacité de maintenir les 69, on ne va pas aller faire la bella. Donc, j'émets ici cette hypothèse. Ça, ce serait l'hypothèse la plus bullish, car il y en a d'autres. Oui, il y a une autre hypothèse qui est moins bullish, c'est une A, une B et une C. C'est-à-dire qu'une A, une B et une C, A, B, C, c'est donc une hypothèse ici, qui est une correction standard en zigzag. Vous avez soit le flat, le zigzag ou le triangle. Ce sont les hypothèses. Celle-ci est encore valable, d'autant plus que si vous prenez les ratios de retracement et que vous appliquez ici, voilà, BTC, alors 78,6, c'est justement le max du max que peut faire une B dans un zigzag. Donc ça reste sur la table. C'est l'hypothèse la plus bearish. Bon, il faudrait vraiment une donnée fondamentale pour la déclencher. C'est pas celle que je privilégie. Moi, j'ai plutôt, pour l'instant, hypothèse de travail. On n'est qu'au début de la pattern. Mais ça reste une hypothèse de travail possible. Une A, une B, une C, une D. Donc prendre son temps et après arriver à faire une résolution. Après, voilà, certains pensent encore qu'on peut remonter à 73, qu'on trace ça, parce qu'on ferait la B ici. Voilà. Bon, en tout cas, nous sommes dans un moment où le marché cherche sa forme pour la vague 4, qui sera longue, alternant avec une 2 courte, et il y a donc plusieurs hypothèses. Alors, il y a un pivot ici à 65 368, qui était le 23,6 de retracement. Voilà, alors la bougie d'aujourd'hui n'est pas terminée, donc c'est compliqué, parce qu'elle n'est pas clôturée, on ne peut pas l'interpréter, mais disons que si on a ce type de bougie qu'on casse les 69, je ne croirais plus dans ces cas-là en un triangle rectangle ascendant, parce que voilà, il aurait fallu tenir les 69, elle y a d'abord recherché les 73. Voilà, donc, alors le marché là-dedans, alors c'est de la liquidité, hein, le choc qu'il y a eu cette nuit en fin de session asiatique, c'était ce gros bloc de liquidité, des stops de protection qui ont été déclenchés et qui entraînent la cassure des 69. C'était les stops de protection de ceux qui jouaient le scénario de tenir les 69K, d'aller d'abord chercher les 73. Et finalement, donc ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on se cherche, les amis, pour Bitcoin. Il est dans cette incertitude technique. Et voilà, le marché fera ses choix en fonction des fondamentaux. J'insiste sur une chose, la bougie journalière n'est pas terminée. Donc là j'ai commencé à interpréter ce que je ne devrais pas interpréter, cette bougie journalière. Pourquoi je ne devrais pas l'interpréter? Parce qu'elle n'existe pas. Je ne sais pas quelle sera sa forme finale. Là, j'ai une bougie daily que quand j'enregistre la vidéo, elle est sur l'Asie et le tout début de la session européenne. Je ne sais pas, moi, quelle gueule elle aura après avec la session US. Si c'est une superbe mèche basse et qu'on clôture au-dessus de 69, ça peut encore faire le triangle rectangle ascendant. Si on clôture tout en bas, bah non, c'est voilà. Donc, il faut attendre les clôtures. En tout cas, en daily, il n'y a pas le choix. À mon rapide ETH, BNB, Solana, Ondo. Alors partout, on est sur les mêmes structures. La 4 d'une vague d'horizon de temps supérieur. Le scénario le plus bearish possible sur ETH, ce serait ça. Voilà. Un zigzag. La A, la B et la C. Là, ce serait vraiment le scénario le plus bearish possible, qui correspond donc au standard de vague d'Elliott. Vraiment, c'est la correction standard.
Ce serait, voilà, le A égale C. Là, ce serait vraiment le plus bearish possible. Ce qui est moins bearish, ce serait d'avoir fait ici la A, la B, la C, et d'être déjà reparti dans une structure, la 5, on aurait fait la 1, là on peut faire la 2, sachant qu'une 2 peut retracer jusqu'à 100% de la 1, donc ça et ça repart. Bon, ça, ce serait le scénario le moins bearish. Donc voilà, c'est sur les hypothèses qui sont sur la table. Moi, je suis comme vous, j'attends d'en savoir un peu plus. En tout cas, là, c'est pareil en hebdo. La transition latérale fait remonter les indicateurs de tendance, mais voilà, ce n'est pas encore suffisant. Après, on peut y ajouter aussi alors, les enseignements du système Ishimoku, ce qui milite pour un scénario qui écarterait une grande ABC. C'est en Ishimoku le fait que le marché travaille le nuage. D'ailleurs, sur BTC, le nuage est ici, et ça pourrait s'inscrire, ça pourrait coller avec cette idée d'une structure en triangle. Bon, j'en dis pas plus de toute façon, parce qu'on attend tous d'avoir un peu la réponse. Pour le BNB, c'est pareil, on commence à faire, donc on est dans la 4. Quelle forme ça aura? Le zigzag, le triangle, tout ce que vous voulez. Pour du Solana, alors pour du Solana, ça ressemblera plus à un flat. On a une A, une B, ça ressemble à une structure plus classique. Rappelez-vous, vous avez le zigzag, le flat, les configurations en triangle. Pour faire simple, ça peut ressembler à un regular flat pour Solana. Donc à suivre, on verra. Mais en tout cas, voilà, effectivement, on peut avoir une A, une B, une C, et puis ça repart. En attendant de dégonfler ici des divs. Pour Ondo, que vous avez choisi, je pense que nous sommes dans la 4. C'est assez net, une 1, une 2, une 3 et une 4. Et là, ce qui est intéressant, c'est que jamais une 4 n'enfonce le top de la 1. Le support parfait ici pour entrer, ce serait ce niveau-là, qui peut paraître un peu bas. Bon, Tenkan Kijun, voilà. Cette zone ici, 66, 72, si le marché y va, ce serait une zone intéressante. Laissez au moins le RSI revenir à 50. Mais voilà, je pense que dans cette zone-là, ça peut être intéressant pour jouer derrière une 5e vague. Là, par contre, voilà, il ne faut jamais enfoncer le sommet de la 1. Chers amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing. J'espère qu'il vous a plu. Allez, bon démarrage de la semaine à toutes et à tous. Gardons le cap, gardons la vue long terme. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Salut!